L'appropriation culturelle désigne d'abord la récupération d'un élément culturel d'un groupe par un autre groupe. C'est un phénomène qui a toujours eu lieu dans l'histoire, vous avez forcément suffisamment d'exemples en tête pour que j'ai pas besoin d'en donner. Mais aux États-Unis, dans les années 90, le terme commence à prendre une connotation négative puisqu'on l'utilise pour parler de récupération d'un élément culturel d'une culture dominée par une culture dominante. Laissons J+ en parler un peu. Miley Cyrus qui twerk, Kylie Jenner qui porte des tresses, Stella McCartney qui fait de la mode wax, ou encore McDonald's qui vend des kebabs. Vous trouvez ça cool ou ça vous révolte? Quoi qu'il en soit, cela porte un nom, l'appropriation culturelle. Mais qu'est-ce que l'appropriation culturelle et pourquoi c'est grave pour certains? L'appropriation culturelle, c'est quand une culture dominante, en l'occurrence occidentale, s'approprie les codes esthétiques d'une culture dominée, donc issue soit des pays anciennement colonisés, ou alors des minorités opprimées. En plus, à côté de ça, avec le racialisme et l'américanocentrisme d'une partie de la gauche occidentale, on est arrivé au raccourci suivant. Les cultures blanches sont dominantes et les cultures non blanches sont dominées. Et on justifie ça avec une vision caricaturale de la colonisation, comme si l'histoire de l'humanité se limitait uniquement à la colonisation. C'est une spoliation, c'est un abus de pouvoir, c'est une continuation de la colonisation par d'autres moyens. Et à partir de ça, on va faire de la morale en définissant selon la couleur de peau qui a le droit de s'approprier ceci ou cela. Par exemple, on va dire qu'une femme blanche qui fait des tresses est raciste parce qu'elle s'approprie la culture des Noirs. Donc, quand Kylie Jenner porte des tresses au festival de Coachella et qu'elle les défait le soir même après avoir posté sa photo sur Instagram, elle n'a peut-être rien fait de mal en apparence. Mais elle se fait interpeller sur la toile par des activistes afro-américaines parce qu'elle utilise les codes de la culture afro-américaine sans jamais évoquer le nombre de Noirs tués par la police. Alors qu'en fait, la plus vieille statuette qu'on ait trouvée représentant des tresses, c'est dans les Landes, en France, et elle a plus de 25 000 ans. Donc en fait, ce trait culturel existait déjà dans la préhistoire chez pas mal de peuples. Ou alors peut-être que vous pensez que les Noirs ont une culture préhistorique et qu'ils sont les seuls habilités à conserver cette culture, mais je suis pas sûr que ce soit un discours très progressiste. On peut déjà se poser la question de la pertinence de racialiser les cultures. Un Américain noir et un Américain blanc de la même classe sociale auront aujourd'hui à peu près la même culture. Et un Américain noir n'aura pas du tout la même culture qu'un Sénégalais, par exemple. Puis si vous prenez les religions, qui sont un élément assez important dans une culture, déjà rien que pour l'islam, le christianisme et le judaïsme, vous avez des fidèles de toutes les couleurs. Qu'on le veuille ou non, la culture peut transcender les questions de race. On peut aussi se poser la question de savoir si toutes les cultures blanches, c'est-à-dire occidentales, sont réellement toujours dominantes. Je doute que la culture basque, la culture bretonne ou la culture roumaine soient aussi dominantes que la culture américaine ou les cultures des anciens États coloniaux. Je doute aussi que la culture arabo-musulmane soit une culture si dominée si on regarde à l'échelle du monde. Même chose par exemple pour la culture japonaise qui a réussi à exporter beaucoup de ses éléments culturels un peu partout grâce à la mondialisation. Je suis pas sûr que ce soit une culture si dominée que ça. Alors après, il faut le rappeler, actuellement toutes les cultures sont plus ou moins dominées par l'impérialisme culturel de la superpuissance américaine. Et au final, la culture qui vient de la communauté noire américaine, on peut se demander si elle est si dominée que ça à l'heure actuelle. La culture de la communauté noire américaine, c'est par exemple le jazz, le blues, le rock et le rap. Ce sont des styles musicaux assez dominants en Occident, voire dans le monde. La culture noire américaine a aujourd'hui un peu plus de poids que la culture traditionnelle bretonne par exemple, parce que cette culture populaire noire américaine, elle a été récupérée par l'industrie du divertissement et elle est aujourd'hui diffusée partout dans le monde. L'élément le plus important, selon moi, c'est que les défenseurs de ce concept d'appropriation culturelle, dans sa version J+, ils ne font pas la différence entre culture populaire et culture de masse que j'avais évoqué dans ma précédente vidéo sur Christopher Lasch. Ils ne font pas la différence entre un individu qui s'approprie un élément culturel sans arrière-pensée et une multinationale qui s'approprie un élément culturel pour faire du profit. Et on va voir dans cette vidéo que c'est pas du tout la même chose. L'appropriation culturelle, elle peut effectivement poser problème dans certains cas, mais ça n'a absolument rien à voir avec la race. Le problème à l'heure actuelle, ce sont les grandes industries.
Et ça, Agi+ en parle un peu, sauf qu'ils amalgament ça avec des actes individuels d'artistes, de touristes ou de personnes lambda. Ils mélangent tout, et à la fin de leur vidéo, ils résument ça juste à un acte individuel. Mais alors vous direz, si je cuisine des sushis ou que je fais de la danse orientale, est-ce que je fais de l'appropriation culturelle? Pour l'auteure sud-africaine Zoya Patel, c'est l'intention qui compte. Il faut trouver la fine ligne entre appropriation culturelle et inspiration. S'il y a un échange équitable et que les deux parties bénéficient de cette inspiration, c'est positif. Et quand on pense tous les problèmes uniquement à travers un prisme individuel, on finit par faire de la morale. Et eux basent leur morale sur un identitarisme racial. Selon ta couleur, tu as droit ou non à certaines choses car on racialise les cultures. Voyons quelques exemples d'appropriation culturelle qui posent réellement des problèmes. En 2017, on a la multinationale Dior, une entreprise de luxe, qui a fait de l'appropriation culturelle. Ils ont fait une collection inspirée de vêtements traditionnels de la région de Bihor en Roumanie et les vendaient à prix fort à la bourgeoisie. Certains vêtements allaient jusqu'à 30 000 €. Et là, on a vraiment un problème puisqu'on a des entreprises qui vont reprendre des éléments culturels traditionnels qui ne sont pas brevetés, vont en faire des produits de consommation et vont se faire énormément d'argent dessus tout en faisant de la concurrence déloyale aux artisans. Alors pour ce qui est de cette affaire concernant Dior, ça c'est quand même bien fini car les prix fixés par Dior étaient tellement exorbitants que les artisans roumains s'en sont sortis en vendant peu cher partout dans le monde et se sont servis de la polémique pour faire une énorme pub, sachant que Dior avait mis leurs vêtements à la mode. Les artisans roumains ont même pu présenter leurs vêtements à la Fashion Week l'année suivante. Donc sur ce coup-ci, ils s'en sont bien sortis et tout est bien qui finit bien. Mais si Dior avait produit des vêtements en masse pour les vendre pas cher, ils auraient clairement pu mettre ces artisans à la rue en faisant une énorme concurrence. Et c'est souvent plutôt comme ça que ça se passe, malheureusement. Pour éviter que les grandes entreprises fassent trop d'appropriation culturelle n'importe comment dans les secteurs gastronomiques, la France et 6 autres pays ont mis en place des labels AOC et AOP pour les produits comme le vin ou le fromage. Ces labels obligent les entreprises à produire des produits traditionnels dans leur région d'origine et en respectant les recettes traditionnelles. Par exemple, si je veux commercialiser un fromage appelé camembert de Normandie, je devrais le produire en Normandie et en suivant religieusement les recettes traditionnelles. Il ne sera pas possible pour une multinationale américaine de produire un camembert de Normandie en Chine pour payer les travailleurs moins cher et de mettre des ingrédients artificiels dedans. Ce système est une manière pour les États de protéger leur terroir de mauvaises conséquences culturelles de la mondialisation et du n'importe quoi que peuvent faire les multinationales pour générer du profit. Parce que cette appropriation culturelle par de grands acteurs privés, ça vient aussi dénaturer des cultures traditionnelles. Et avec tout ce que je vous dis, vous voyez que ce phénomène n'a pas grand-chose à voir avec les questions de racisme, contrairement à ce que prétend Agi+. D'ailleurs, en termes d'appropriation culturelle, on pourrait parler de la viande halal. La viande halal n'est pas une tradition. Ou en tout cas, ce n'était plus une tradition puisqu'à la fin du 19e siècle, il y a une fatwa d'un moufti égyptien qui dit qu'on peut manger de la viande des gens d'autres religions du livre, sauf le porc. Ça signifie qu'un musulman peut manger de la viande qui n'est pas égorgée et donc partager le couvert avec un juif ou un chrétien. Mais en Iran, après la révolution islamique de 1979, l'ayatollah Khomeini instaure un régime théocratique basé sur l'islam chiite et veut interdire la viande venue d'Occident et justifie ça en disant qu'elles sont illicites car ne sont pas égorgées. Donc il revient sur la fatwa qui avait été établie à la fin du 19e siècle. Mais vu que la décision risque de mal passer auprès des classes moyennes qui veulent consommer plein de viande à bas prix, il fait un compromis. On autorise la viande occidentale, mais celle-ci doit être égorgée et la production surveillée de près. Mais assez rapidement, le halal devient une mode, y compris chez les musulmans sunnites. Ça devient assez vite une industrie qui pèse lourd, sachant qu'il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde, et en leur faisant croire qu'ils ne peuvent consommer que halal, les entreprises qui proposent ce type de produit s'assurent une clientèle fidèle. Et en plus, le halal est une valeur ajoutée qui ne coûte pas grand-chose à l'entreprise qui produit. Avec énormément de marketing, on en arrive vite avec une situation où 40% des musulmans français à l'heure actuelle pensent qu'ils sont obligés de manger halal. Et les capitalistes commencent même à essayer de faire de l'eau halal, du café halal et du mentos halal.
En résumé, suite à un bordel politique avec la République islamique d'Iran dans les années 80, les capitalistes occidentaux ont réussi à réformer une religion qui n'est pas la leur, juste pour se faire du fric. Si ça, c'est pas une forme d'appropriation culturelle par de grandes entreprises, je sais pas ce que c'est. Jusqu'ici, on a parlé de la nourriture et des vêtements, qui sont deux éléments culturels très importants, mais parlons un peu de l'art et des mythes traditionnels. Là-dessus, je vais prendre l'exemple le plus célèbre, Disney. En 2013, Disney a essayé à 10 reprises de copyrighter le Jour des Morts. Le Jour des Morts, c'est une fête mexicaine d'origine préhispanique, et Disney a voulu copyrighter ça. Ils ont voulu copyrighter une fête traditionnelle. Encore mieux que ça, ils ont réussi à copyrighter la phrase Hakuna Matata, qu'on entend dans Le Roi Lion. Le problème, c'est que cette expression, elle vient du Swahili et elle veut dire « tout va bien ». Donc, c'est-à-dire que les gens qui parlent cette langue, qui sont 150 millions de locuteurs, ils ne peuvent plus utiliser l'expression « tout va bien » dans leurs œuvres d'art. Parce que ça appartient à Disney, ça a été copyrighté par Disney. Donc, plus personne ne peut l'utiliser sans risquer un procès pour plagiat. Et d'ailleurs, en parlant du Roi Lion, il faut savoir que le Roi Lion est un plagiat d'un film d'animation adapté d'un manga qui s'appelle Le Roi Léo. Donc ça vient du Japon. Et les auteurs n'ont jamais été concertés ou n'ont jamais reçu un seul chèque pour leurs droits. Plus largement, Disney ne fait pas que du plagiat, ils reprennent énormément de mythes partout dans le monde et notamment des mythes européens. Le problème, c'est que ça passe par une édulcoration et par une américanisation. Une américanisation, bon, ça c'est normal, Disney est américain. Mais une édulcoration, pourquoi ? Parce qu'il faut s'adapter à un large public et notamment à des enfants. Et surtout, on va s'adapter aux besoins du marché. C'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo avec Christopher Lash. L'industrie du divertissement, elle a tendance à standardiser les produits culturels. Et en standardisant les produits culturels, on en arrive à une uniformisation des cultures. Surtout quand en plus, on exporte tous ces produits culturels partout dans le monde et que partout dans le monde, tout le monde va consommer la même chose. C'est la première fois dans l'histoire de la consommation musicale mondiale qu'on entend les mêmes refrains entre 22h et 2h du matin, à Tokyo, à Abidjan, à Tombouctou, à Paris, à Rio. C'est quand même sans précédent. Autrement dit, les musiques populaires ont été liquidées. Il y a deux sens de musique populaire. Une musique est populaire dans le sens où elle exprime un peuple déterminé, comme il y a une musique populaire sicilienne, bien distincte de la musique populaire thaïlandaise du Nord, au sens où il y a un ici et un maintenant géographique et historique déterminé dans cette musique et l'expression, comme il y a des fleurs qui ne poussent que sur un certain terreau. Et puis il y a une musique est dite aussi populaire dans un sens très différent, voire même opposé, à savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. C'est pas tout à fait la même chose. Au contraire, même, je dirais. Parce qu'il y a une musique populaire, le premier sens que j'ai donné, c'est une musique populaire par en bas. Ça, c'est la vie, les malheurs, les bonheurs, les joies de la vie. Sur ce fumier, il y a des miracles, n'est-ce pas ? La musique savante de Bach n'est jamais qu'un prolongement et un développement extrêmement creusé de canevas qui sont d'origine populaire. Bach utilise des structures aussi populaires à l'époque que sarabande, c'est des titres qu'on voit chez Bach, bourré, gigue, gavotte, c'est des danses qui étaient très populaires à l'époque, à peu près autant que maintenant qu'un zouk ou qu'une salsa aujourd'hui. C'est ce que j'appelle populaire, dont l'origine vient d'en bas, avec un mouvement ascendant. Et puis il y a la musique populaire par en haut. Il y a un grand producteur qui a envie de faire du blé le plus vite possible, et qui fait le refrain le plus simple possible que tout le monde va mémoriser en une semaine, que je vais écouter le matin en me rasant, réentendre dans la bagnole qui m'emmène au boulot, et quand je fais mes courses, dans le Franprix aussi, je vais l'entendre en fond. Ce qui fait que toute la France va le siffloter au bout de 3 ou 4 jours. Donc c'est populaire dans ce sens-là, ça n'a plus rien à voir. Ce que je veux vous dire à travers tous ces exemples, c'est que l'appropriation culturelle est un vrai sujet avec de vrais problèmes politiques, économiques et culturels et de vrais contentieux liés à de grandes industries. Et toute la bande d'Agi+, et de Rokhaya Diallo ont beau dire n'importe quoi dessus avec des thèses raciales et de la morale fumeuse, il ne faut pas laisser le sujet sous le tapis. Je dirais même que c'est justement parce que ces gens disent n'importe quoi sur ce sujet qu'il ne faut pas leur en laisser le monopole. L'appropriation culturelle, c'est pas juste les blancs contre les non-blancs. C'est surtout la question de la culture populaire contre la culture de masse. La question de la culture populaire contre l'industrie culturelle. Si c'est vous la culture, nous sommes la guérilla. Si c'est vous notre futur, nous sommes